à tous, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour notre émission, donc la quotidienne. Donc au sommaire aujourd'hui, je vous propose de parler du corosol dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Nous parlerons donc de ses vertus avec Duke Menango. Ensuite, la forêt sèche, est-ce qu'il faut la préserver? On en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job Éducation. Et enfin, nous parlerons du Vestiboutique, de la Vestiboutique, pardon, dans notre rubrique On s'occupe de vous, pour la retrouvant notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui le secrétaire général de la mer, donc Michel Emerick, bonjour. Bonjour. Alors, donc vous êtes en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la conférence, cette année qui sera marquée du transfert de la direction des opérations de secours dans les eaux territoriales au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a déjà été fait d'ailleurs, et aussi de la création du parc naturel de la mer de Corail qui a été fait donc le 24 avril. Alors, première question, quelle est votre mission en Nouvelle-Calédonie? Voilà, donc je suis secrétaire général de la mer, je suis placé auprès du Premier ministre et j'ai donc une mission générale de coordination de la politique maritime et aussi de pilotage de ce qu'on appelle l'action de l'État en mer, c'est-à-dire l'action des services en mer. Voilà. Donc je suis venu en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la conférence maritime régionale. C'est une conférence qui se réunit tous les 2 ans. J'étais d'ailleurs venu il y a 2 ans. Et donc qui réunit l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'État, les différents services et les acteurs économiques, les entreprises, la pêche, le transport, etc. Alors tout à l'heure on a parlé du transfert. Est-ce que vous pensez que la Nouvelle-Calédonie est apte aujourd'hui à recevoir ce transfert? Alors il y a un certain nombre de transferts qui ont eu lieu et donc à l'heure actuelle il y a un nouveau partage des compétences et donc ce partage des compétences se passe bien. Et justement hier à la conférence maritime régionale, ça a été l'occasion pour les différents services de l'État, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de préciser un certain nombre de points. Il faut aussi que je précise que les services de l'État continuent à travailler, ils sont mis à disposition du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas, du point de vue opérationnel, il n'y a pas de changement. En gros, c'est le patron qui a changé, mais les services continuent à travailler de la même façon et il y a des conventions d'utilisation. Alors, différents thèmes ont été abordés lors de cette conférence, notamment la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Justement, où en est la Nouvelle-Calédonie d'après vous? Vous avez un environnement maritime exceptionnel, exceptionnel, avec le lagon, les coraux, le récif, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. En plus, la Nouvelle-Calédonie dispose d'une zone maritime immense. C'est plus de 1 300 000 km². Si l'on ajoute Wallis et Futuna, c'est 1 600 000 km². Donc c'est immense. Donc la décision qui a été prise de créer un parc naturel marin est d'abord ambitieuse. C'est la volonté de préserver ce patrimoine pour l'avenir et c'est aussi la volonté d'en réguler, disons, les différents usages. Le fait de créer un parc naturel ne veut pas dire qu'il n'y aura plus aucune activité, bien sûr, sur la zone. Il s'agit de maîtriser les activités, de les réguler et de faire en sorte de concilier les activités économiques et la protection de l'environnement, cette richesse. Alors, actualité oblige, le plan du gouvernement australien, donc apparemment pour sauver la grande barrière de corail, donc, et apparemment l'EPA on ne peut pas justement sauver la grande barrière de corail. Alors, quel est votre constat, vous? Dans le monde entier, il y a quand même une prise de conscience de la fragilité du milieu maritime, des écosystèmes marins, et donc la volonté de protéger, de protéger un certain nombre de surfaces. En France, il a été décidé que 20% des zones maritimes deviendraient des zones marines protégées. Les États-Unis ont aussi décidé de créer une zone de plus d'1 million de kilomètres carrés dans le Pacifique. L'Australie aussi. Il est certain que nous faisons des efforts. Ensuite, il y a certains changements climatiques, chimiques, est-ce qu'on peut réduire la pollution aujourd'hui? Je ne pense pas que les grands pays... Il faut réduire la pollution, c'est-à-dire la pollution maritime, parfois elle est accidentelle, ça c'est le plus visible, mais le plus dangereux n'est pas toujours le plus visible. La pollution maritime, elle est souvent d'origine tellurique. Ce sont les rejets, des grandes villes, les stations d'épuration qui fonctionnent mal, ce sont les matières plastiques, les choses comme ça. Il y a aussi le 7e continent. Voilà, le 7e continent. Donc par exemple en France, vous savez très bien que les sacs plastiques, par exemple, vont graduellement, progressivement être bannis. Voilà, donc il y a des efforts qui sont faits. Mais ces efforts, il faut qu'ils soient partagés par tous les pays.
puisque la mer, c'est un bien commun. Donc imaginez qu'un pays fasse de gros efforts, mais que son voisin n'en fasse pas. Donc la Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas la protéger longtemps, comment on fait? Si, d'abord, de par votre position géographique, vous êtes à l'écart, disons, déjà des grandes sources de pollution. Donc ça, c'est une force. Et puis, il y a un certain nombre d'organisations qui sont faites pour, par exemple, s'il y avait une pollution, des moyens pour répondre à cette pollution, pour lutter contre la pollution. Alors, un autre sujet, l'économie maritime, comment on fait pour contrôler tout ça? Alors, l'économie maritime, d'abord, il y a un fort potentiel, transport, pêche, aquaculture, peut-être demain des recherches minières sous-marines. Et l'intérêt, c'est déjà, il y a un monde économique qui s'organise il y a un cluster qui a été créé, vous savez, le cluster de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'ensemble des entreprises du secteur maritime qui travaillent ensemble. Et puis, pour protéger la zone, il faut la surveiller. Donc, ça veut dire qu'il faut la surveiller avec des bateaux, nous en avons. Il faut la surveiller avec des avions, nous en avons, parfois avec des hélicoptères. Et puis, peut-être demain, avec d'autres moyens, par exemple des moyens satellitaires. Vous savez, vous avez des satellites qui surveillent et qui peuvent surveiller la mer, surtout des vastes zones. Donc, du coup, pour la gestion de l'urgence, on est open, la Nouvelle-Calédonie. Pour la gestion d'urgence, il y a des moyens très adaptés. Très adaptés. Aujourd'hui, précisément, j'étais sur une vedette de la gendarmerie maritime et nous avons fait un exercice de largage d'une chaîne SAR, c'est-à-dire une chaîne de sauvetage de la vie humaine en mer. Alors, quel est le suivi justement après cette conférence? Qu'est-ce qui va être fait après ensuite? Donc, il y a une organisation de l'État qui est quand même très précise. Le haut-commissaire ici, il est à la fois haut-commissaire, il est délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Donc, pour la partie État, il s'appuie sur les services. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a également des services. Et pour les compétences transférées qui impliquent les services de l'État, là aussi, les services de l'État travaillent soit pour l'État, soit pour le gouvernement de la Calédonie. Donc tout ça est bien rodé, je veux dire, tout ça fonctionne. Et quel est le bilan que vous faites de cette conférence? Mais écoutez, cette conférence, si je fais le bilan, d'abord, ça a permis à tout le monde de se rencontrer, ce qui n'est pas si fréquent. Et puis on peut faire un bilan, peut-être 2 ou 3 points importants. Premier point, donc, c'est la création de ce parc naturel et donc l'annonce du comité de gestion de l'organisation qui va être mise en place. 2, c'est la prise en compte des transferts de compétences et la nouvelle organisation avec la signature d'un plan Orsec, vous savez, en matière de sécurité civile, qui va être signé par la présidente et par le haut-commissaire. Et puis, c'est cette ouverture vers le développement économique pour l'avenir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message à passer aux téléspectateurs qui nous regardent? Si j'avais un message à passer, c'est de dire, donc je rappelle ce que j'ai dit, vous avez un patrimoine maritime inestimable, un patrimoine maritime exceptionnel, donc il faut l'aimer, il faut le protéger, il faut aussi l'utiliser, mais avec sagesse et en pensant toujours à l'avenir. Voilà. Michel Emerick, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina, donc on te retrouve comme à l'accoutumée pour l'agenda du pays. Oui, c'est ça. Bonjour Élise et bonjour à vous à la maison. Comme d'habitude, à fond dans l'agenda du pays. D'ailleurs, je vous propose qu'on commence tout de suite en allant du côté de Puebo, où le comité Moata donc, informe l'ensemble de la population, mais en particulier les personnes qui ont réservé un stand, et bien que l'événement est repoussé au samedi 22 novembre. Par conséquent, ceux qui veulent donc s'inscrire pour avoir un stand le peuvent jusqu'au vendredi 14 novembre. Si vous souhaitez donc vous inscrire ou avoir plus d'informations, le numéro de téléphone à vous donner, c'est le suivant, le 94 99 59. Voilà, j'espère que les personnes concernées auront bien donc noté le message concernant le report de la fête du Moata. Quant à nous, comme j'adore l'extrême nord, et bien on reste du côté de Koumak. On va du côté de Koumak. C'est ça, Élise, on va à Koumak. On parle du Kiwanis Club Ralia qui organise un concours de belote. Donc, c'est pour récolter des fonds pour le Téléthon. Il faut savoir que ce fameux concours donc, aura lieu le samedi 6 décembre à partir de 13h. Si vous souhaitez avoir des informations ou vous inscrire, vous pouvez appeler donc le 42 49 13. Je vous en parle maintenant pour vous laisser le temps de vous préparer, de vous inscrire. Notez que cette journée se passera du côté de Panouna chez Elisabeth et Henri. Pour la suite, on reste à Koumak Élise et on parle de musique. Il y aura le groupe Funk You qui sera en représentation du côté du restaurant Le Skipper à Koumak. Ça se passera donc le vendredi 14 novembre. Ils seront également le lendemain du côté de l'hôtel Lanea à Koné.
pour ces 2 dates, eh bien, ça commencera à 20 h. D'accord, et on reste dans le nord avec un communiqué en vue de la saison chaude et de la sécheresse qui s'annonce. C'est ça, Élise, avec ce communiqué donc, qui nous vient de la province nord et du Sivom VKP. Ils appellent les citoyens à faire preuve d'éco-responsabilité, notamment en réduisant la consommation d'eau au maximum. Ça consiste à quoi? Eh bien, tout simplement en évitant de laver son véhicule, en évitant de remplir sa piscine, en évitant de laisser les robinets ouverts, tout ça. En évitant aussi de laisser, si on a des fuites après le compteur, en évitant de les laisser. C'est de notre responsabilité de les faire réparer. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut économiser l'eau. Voilà, donc on le répète, c'est valable pour tout le monde, pas aussi que pour la zone VKP. Pour la suite, on va dans la commune pas loin, donc à La Foix. Oui, on va à La Foix, où on va rejoindre donc l'association Les Arbouges, en partenariat avec l'association Il était une fois un jardin. Il vous propose de venir découvrir la première exposition de land art, ça se passera donc à La Foix. Alors, est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que le land art? Alors, le land art, ça consiste en fait à travailler le milieu naturel, à agir dessus de façon artistique. D'accord. Donc voilà, ça a, on va dire, l'avantage de n'utiliser que des matériaux 100% naturels. Donc ça peut aller de la branche jusqu'à l'arbre entier qui va servir jusqu'à sa biodégradation de façon artistique. Voilà, ça c'était pour l'explication. Pour revenir donc à cette exposition, elle est visible jusqu'au 15 février 2015 du côté des jardins de Méharé. Attention, par contre, les visites se font que le week-end et il faut réserver à l'avance. Il faut être un groupe de 5 personnes minimum pour pouvoir donc profiter de ces visites. Il faut savoir que c'est l'occasion donc d'aller découvrir 8 créations qui nous viennent de 4 artistes qui ont travaillé avec les élèves des 3 internats de La Foix. D'accord. Et nous, on poursuit. Alors, tu nous emmènes où cette fois-ci? Alors, pour la suite, eh bien, je te propose qu'on aille du côté de l'aquarium de Nouméa, Élise, parce que là-bas, il y aura jusqu'au dimanche 30 novembre des animations sur les coraux, afin, bien sûr, de mieux connaître ces fameux coraux qu'on a dans nos eaux, n'est-ce pas? Donc voilà, il y aura des projections de films, il y aura des explications avec les professionnels. Et puis toujours du côté de cet aquarium, il y aura le 10 novembre une spéciale nocturne. Et pour donc clôturer cet agenda, Élise, on retourne du côté de Koumak. On va parler donc de ce qui va se passer à la mairie ce soir à partir de 18 h. Vous pouvez venir découvrir rencontrer plutôt l'équipe de Rémoa. Donc Rémoa, ça signifie recensement des mammifères marins et autres mégaphones pélagiques par observation aérienne, rien que ça. Donc cette équipe vient parler de ce qu'ils font et puis de l'intérêt de la campagne qu'ils sont en train de mener. Alors c'est quoi le but de cette opération d'observation? Bien, le but de cette observation, c'est tout simplement de dresser un inventaire de ce qu'on peut trouver dans les eaux calédoniennes. Et puis, par la suite, ça va permettre de mieux les protéger, mieux les conserver, mieux les connaître. Il faut savoir que moi, je parlais des fonds marins calédoniens, mais pas que. Il y a aussi Wallis et Futuna qui ont fait l'objet de cette étude. Donc voilà, si vous êtes intéressés, ne loupez pas le rendez-vous ce soir du côté de la mairie de Koumak à 18 h. Voilà, donc merci pour ces différents rendez-vous. On te retrouve tout à l'heure pour le fin mot. C'est ça, à tout à l'heure Élise, et à tout à l'heure tout le monde d'ailleurs. Pour l'heure, retrouvons Duke Menango pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Alors la dernière fois, quand on a cité le corosol dans notre édition, on disait que les graines de son fruit étaient utilisées pour les artisans bijoutiers. Et il en faisait donc des colliers, des bracelets. Donc aujourd'hui, on prend le temps de partager un peu plus autour de cet arbre aux fruits à l'aspect un peu repoussant. Bonjour Duc. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors ici au pays, on l'appelle le corosol, mais il est aussi appelé le graviola. Alors on dit qu'il est originaire d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Et puis alors ce gros fruit que tout le monde connaît ici au pays, il peut atteindre quand même, il peut être assez gros. Et on dit même qu'il atteint parfois plus de 5 kg au niveau de son poids. Et puis voilà, alors de par sa taille, il est déjà assez imposant, impressionnant. Et puis on va dire que c'est surtout le fait qu'il y ait des petites épines un peu sur sa peau qui font un peu que ce fruit est un peu repoussant, comme tu l'as dit au début, Élise.
Par contre, quand tu le goûtes, hein, C'est vrai, c'est trop autre bon. chose. Alors, donc, cet arbre fait partie de la famille des Annonacea, si je dis bien. C'est ça. Donc, pomme cannelle et cœur de bœuf. Hein. C'est ça. Alors, pomme cannelle, ici aussi au pays, tout le monde en consomme. Cœur de bœuf aussi, mais moi je savais pas, je sais pas ce qu'il en est de ton côté. Mais, Bah, moi non plus, j'ai jamais goûté ça. Mais bon, je connais un peu la forme, mais j'en ai jamais c'est goûté. dommage, on n'a pas de photos, puis même dans le sujet, on n'a pas eu d'image. Mais par contre, pour donner une idée à nos chers téléspectateurs, c'est un peu un fruit à mi-chemin entre son cousin corosol et puis la pomme cannelle. C'est assez gros, et puis mais il n'y a pas les petites épines qu'on retrouve sur le corosol, Élise. Et donc, eh bien aujourd'hui, tu veux nous parler justement de ce fameux corosol. Fruit, oui, on va parler un peu de la famille des Annonacea, mais plus particulièrement Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Du corosol, voilà, toutes ses vertus et tout. Et puis voilà, pour ça, on s'est rapproché d'une grande sœur à nous du pays, là, en l'occurrence Jeanne. Jeanne, elle travaille au musée du pays, au musée de la Nouvelle-Calédonie. Et puis voilà, on est allé la voir pour lui demander de nous partager un petit peu ses savoirs concernant ce fruit qui est très connu au pays. Alors c'est donc le corosol. Alors je te propose, Élise, je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ce petit reportage ensemble. Bonjour, bienvenue au musée de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on va parler du corosol avec toutes ses vertus et notamment les fruits qu'on consomme. Le corosol fait partie de la famille des Annonacées, comme par exemple la pomme cannelle ou le cœur de bœuf. Cet arbre, le plus grand peut atteindre 10 mètres. Il a été introduit par la communauté indo-chinoise au début du siècle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas très réparti sur le pays, quoi. Cet arbre, il est très intéressant parce que le fruit, quand il mûrit, on le mange nature, et on peut le faire aussi en sorbet. Les Européens, eux, par contre, ils disent, pour le goût, ils disent que il y a un peu un goût de litchi. Et pour eux, c'est ce qui se rapproche le plus près, c'est le chewing-gum Malabar. Le goût, c'est ce qui les rappelle. Et oui, comme je vous ai dit, lui s'utilise en sorbet. Donc le fruit, il est très chargé en vitamine C, comme l'orange. Et par exemple, si on a des problèmes d'insomnie, ceux qui ont des problèmes d'insomnie, il faut éviter de le consommer le soir parce qu'après, ça va vous perturber votre nuit. Par exemple, pour les bébés qui sont, qui ont de la fièvre ou qui sont énervés à cause de la chaleur, quand on les fait un bain avec les feuilles de corosol, ça les calme et puis ça les endorme. Après, on peut aussi, les feuilles, on peut aussi l'inhaler, faire comme les bains quand on fait avec les niaoulis, là, quand on est enrhumé, on peut faire la même chose avec les feuilles de corosol. Parce que ça, par contre, ça aide pour les problèmes intestinaux ou quand on est un peu inquiet, donc ça calme, ça détend. Les racines qui sont très concentrées, donc on conseille aux gens de ne pas utiliser les racines parce que si on fait, c'est comme tout, si on fait une surdose, ça fait l'effet contraire recherché.
Et puis il y a une chose aussi qu'il faut qu'on dise, c'est que nous ici on a toujours dit que les feuilles de corosol calment les érythèmes fessiers ou mais en fait c'est pas le corosol, c'est plutôt la pomme cannelle qui fait ça. Donc c'est vrai qu'ici en grande terre, même chez moi, ils le disent quand on utilise pour les varicelles. Mais en fait, c'est pas le corosol, c'est plutôt la pomme cannelle qu'on fait ça. Alors pour les feuilles, si vous voulez boire les feuilles, ben, on dit qu'il faut prendre 5 feuilles, il faut les faire bouillir dans un quart d'eau. Et après, ben, on prend toute la journée en complément. Par exemple, si on a des problèmes d'inquiétude, d'insomnie, ben, on peut prendre le bain, on peut se faire un bain aux feuilles de corosol. Et pour renforcer, ben, on nous conseille de prendre 5 feuilles, de faire bouillir dans un quart d'eau, et puis on le consomme toute la journée. Voilà, c'est les doses qu'il faut faire pour... c'est vrai que nous, on utilise beaucoup les plantes, mais il faut faire attention aux doses, parce que si on surdose, ben voilà, après l'effet recherché, c'est plutôt l'effet contraire qui arrive. Voilà. Alors pour revenir un peu à ces vertus, moi je me souviens quand j'avais des bobos par exemple dans les pieds, je chauffais justement je faisais bouillir de l'eau et je rajoutais les feuilles. Et donc avec cette solution-là, je me baignais avec ça un peu. On utilise ça aussi également pour les enfants, hein, Oui, c'est ce que... la varicelle par exemple. C'est ça, c'est ce que Jeanne disait. Elle disait qu'ici au pays, on avait fait un peu l'amalgame entre les feuilles de pomme cannelle et puis les feuilles de corosol, mais elle a souligné le fait que voilà, on peut l'utiliser aussi en bain pour les bébés qui ont du mal à dormir, tout ça. Nous, à Moravelle, on a une tantine là, une maman de Tchapout là, qui nous a dit qu'elle utilisait, buvait ça en tisane, là, les feuilles, et puis elle l'utilisait pour lutter contre l'apnée du sommeil. Ah ouais, d'accord. Voilà, je vais essayer, hein, parce que ces derniers temps... Ah oui, avec tout le travail qu'on te donne aussi. Mais voilà, pour revenir sur les vertus thérapeutiques, tout ça, là, il y a pas mal d'écoles, on va dire ça comme ça, qui nous disent que le corosol, il contient des substances, des molécules qui peuvent aider à lutter contre le cancer. On dit que c'est des substances anti-cancéreuses, si on dit ça comme ça. Et puis voilà, pour lutter contre la tumeur, tout ça. Et puis c'est des substances qui sont présentes dans les feuilles, dans l'écorce. Mais ils nous disent que c'est surtout dans le fruit. Voilà, mais il faut tout de même faire attention, hein, parce qu'il y a des études qui nous apprennent que, par exemple, les graines de corosol contiennent justement des substances toxiques qui sont utilisées dans la fabrication des pesticides bio. Donc à faire attention. Et certains chercheurs, justement, font le lien entre le risque de développer des maladies neurologiques, genre la maladie de Parkinson. C'est vrai, Lise. Alors, de toute façon, dans notre sujet, Jeanne, elle nous rappelait le fait qu'il fallait faire attention au dosage, parce que voilà, il ne faut pas, même dans nos façons traditionnelles de gérer, d'utiliser les vertus thérapeutiques du corosol, il faut faire attention au dosage pour ne pas avoir d'effets néfastes plutôt que positifs. Mais voilà, pour revenir sur les effets ou les éventuels effets positifs que la consommation de corosol a sur le cancer, on peut citer par exemple le Cancer Treatment Center of America. C'est un regroupement de plusieurs centres de recherche dédiés aux différents cancers. Et puis voilà, certains chercheurs qui travaillent, ils nous disent qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, au lien un peu qu'on établit entre l'évolution du cancer et puis la consommation de ce fruit-là, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tests, beaucoup de recherches, beaucoup d'études menées sur le corosol et tout, avec ses potentiels effets, là. Mais ils nous disent que il y a eu peu d'expérimentation sur l'être humain. Sur l'être humain. Du coup, voilà, ils nous disent qu'il faut quand même faire attention. Et puis ils nous précisent que seuls les acides gras qui se trouvent dans la chair du corosol peuvent avoir un effet
positif sur les cellules touchées par le cancer. Et en fait, le nom de ce principe actif-là, c'est l'acétogénine. L'acétogénine, voilà, pour la petite info en plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur notre caillou, les grands-mères ont su, nos grands-mères ont su maîtriser certaines substances présentes dans ces feuilles de corosol, et que depuis, ça marche très bien parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes ont été guéries justement grâce aux feuilles de corosol. Alors tu as tout à fait raison Lise, mais je voulais aussi rajouter par rapport à ce qu'on disait précédemment sur toutes les recherches menées par rapport au cancer, tout ça. Je voulais juste rajouter quand c'est nous en tant que personnes lambda, tout ça, on ne peut pas savoir vraiment ce qui se passe, ce qui se fait dans ces domaines-là, la pharmacopée, parce que tu sais comme moi que l'industrie de la pharmacie, l'industrie de la pharmacopée, avec tous les lobbies, tout ça, ils font un peu ce qu'ils veulent. Oui, on connaît le monde de la commercialisation. Oui, voilà, du coup, voilà. De la publicité. Ils peuvent, en tout cas, c'est ce que je pense, ils peuvent faciliter ou freiner la distribution de certains médicaments, tout ça. Et puis, d'ailleurs, je pense qu'on le voit à travers ce qui se passe avec le Ebola, tout ça. Je suis certain qu'ils ont les traitements pour soigner tout le monde, quoi. Et puis, mais voilà, puis pour rester sur notre corosol, là, et puis sur ce que tu disais sur nos savoirs à nous ici au pays par rapport aux plantes, là, on remercie encore les personnes, parce qu'on disait que le corosol, ce n'était pas une plante endémique, même si elle se développe bien ici au pays, là. On remercie encore les personnes qui ont introduit cet arbre-là, et puis surtout qui ont décidé de partager un peu leur savoir médicinal avec nos grands-mères, tout ça. Et puis voilà, encore au jour d'aujourd'hui, on utilise ces savoirs-là. Et puis c'est important de préserver justement ce patrimoine-là. Merci du cœur. Merci Élise, merci encore à vous de nous avoir suivis. Allez, on retrouve Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Alors bonjour Marie-Hélène, j'ai entendu parler d'un projet éducatif d'envergure qui est mené dans une école primaire du Nord. J'aimerais en savoir plus. Oui, bonjour Élise et bonjour chers téléspectateurs. Alors, c'est vrai que voilà, l'école Théhari, il y a ce projet qui s'appelle « Et si on faisait une forêt sèche ?» à l'école Théhari. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir en fait aux enfants l'environnement qui se trouve à côté de chez eux. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la forêt sèche. C'est vrai qu'il y a la forêt sèche dans les environs, la zone VKP en général, et sur la côte ouest et le nord, les régions les moins arrosées d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que la forêt sèche, elle s'y est développée en fait, c'est certain. Et donc du coup, c'est là que l'enseignement prend toute sa dimension, j'ai envie de te dire, parce que forcément, les élèves, ils vont donc apprendre à découvrir cette forêt, puis surtout à l'apprécier en fait. Et à préserver aussi. Évidemment, c'est vrai que c'est aussi prévu dans le programme. Et puis, ils ont, si tu veux, déjà commencé en fait à découvrir cette forêt sèche, puisqu'ils ont participé à des sorties nature. Et puis, ils continuent aujourd'hui au travers d'activités artistiques. D'accord. Et le plus souvent, on voit des arbres, on ne sait pas forcément le nom de l'arbre, et qu'il s'agit d'un écosystème très précieux d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Et tu sais que d'ailleurs que la forêt sèche, elle existe également en Amérique, en Asie, en Afrique, tu vois, il y en a un petit peu partout à travers le monde. Et donc c'est vrai que nous, en Calédonie, on en a une petite partie. Alors rappelle-nous pourquoi il faut la protéger, cette forêt sèche. Alors, cette forêt sèche, si tu veux, elle concentre un taux d'endémisme, en fait, assez important. On parle d'ailleurs de taux d'endémicité, en fait, c'est le terme exact. Pourquoi, Élise? Parce qu'il y a énormément d'espèces végétales et animales, en fait, qui vivent, qui composent, si tu veux, plutôt cette forêt sèche. Il y a, si tu veux, d'après les inventaires effectués par les botanistes, plus de 400 espèces, tu vois, qui se retrouvent dans cette forêt sèche, et dont plus de la moitié en fait serait endémique. Donc je te laisse imaginer, si tu veux, le trésor que la forêt sèche représente. Qui ne pousse qu'ici, quoi. En tout cas, il y a des espèces qui sont endémiques, effectivement, au territoire. Et ensuite, si tu veux, juste pour te donner une petite idée, il y a donc une superficie de forêt sèche qui devient aujourd'hui un peu critique, parce que, voilà, aujourd'hui, cette superficie, elle n'est que de 45 km², alors que ces dernières années, elle était quand même de 4500 km², Élise. Je ne sais pas si tu imagines. Ça s'est bien réduit depuis. Énormément. Et être sensible
sensibiliser justement dès le plus jeune âge à la place importante qu'occupe l'environnement naturel qui nous entoure, justement, est une bonne chose. Eh bien oui, forcément, parce que si tu veux, à travers le choix de ces activités qui sont choisies donc pour les scolaires, eh ben, l'objectif à atteindre, c'est qu'ils mémorisent en fait les choses. Donc c'est vrai que de choisir un aspect ludique pour ces activités est le meilleur moyen, puisqu'on sait pertinemment que les infos restent quand même. Alors, quelles sont les autres activités qui ont été retenues pour marquer les esprits? Alors, au-delà, si tu veux, des activités manuelles qui ont servi, si tu veux, à la réalisation d'un décor, d'une fresque, en fait, qui va créer l'ambiance sur le sentier botanique. Il y a également de la plantation d'arbres. Voilà, on verra dans le reportage. Donc là aussi, les enfants, ils apprennent aussi comment on plante un arbre. C'est intéressant. Voilà, donc il y a plusieurs espèces de forêts sèches qui devraient normalement pousser là où ils vont les planter. Et puis, il y a également la réalisation de fiches de présentation. En fait, l'idée, c'est de présenter plusieurs espèces, si tu veux, végétales qui composent la forêt sèche. Et bien voilà, comme ça, ils vont tout nous dire et ils sauront tout, plus que les adultes d'ailleurs. Alors, les élèves sont au cœur du dispositif, ils sont acteurs finalement. Ouais, c'est ça qui est génial, parce qu'ils sont impliqués, voilà, donc ils mettent du cœur à l'ouvrage, ils sont bien évidemment encadrés, mais voilà, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans toutes les tâches qui leur sont confiées. Et puis, il faut dire aussi que cette démarche, elle est un peu gratifiante aussi. On participe quelque part à protéger la nature, donc c'est un beau geste. Alors, moi, je te propose effectivement qu'on y aille tout de suite, qu'on découvre un petit peu tout cet engouement autour de ce projet. Grâce à Jamie Waimo, on découvre de suite son reportage. Cette année, avec la classe de maîtresse Ariel, qui est en CE2, donc notre classe de grande section, nous sommes inscrits dans un projet éducatif de la DANC, qui est la classe PAC, la classe à projet artistique et culturel. Et donc cette année, nous avons choisi les arts visuels. Donc nous avons eu toute l'année l'intervention d'une artiste agréée, donc une plasticienne qui se nomme Gatfé Sandrine, et qui donc a apporté des techniques artistiques aux enfants. Nous avons choisi le thème des forêts de Nouvelle-Calédonie, donc la forêt sèche et la forêt humide. Nous avons effectué des sorties terrain, donc une sortie en forêt humide et une sortie en forêt sèche. Et à partir de là, donc, les enfants ont essayé de reproduire ce qu'ils ont vu sur la fresque en utilisant les techniques artistiques apprises avec notre intervenant. La forêt sèche, elle est en voie de disparition. Et l'autre jour, en été, quand je suis partie, j'ai vu que la forêt sèche était en train de brûler. Il y a des animaux qui vivent dedans et quand ils brûlent les forêts, c'est comme si on brûlait les maisons des animaux. La forêt humide aussi, il y a des animaux et puis ils jettent plein de déchets dedans, parfois ils la brûlent. Il faut arrêter les incendies, il faut arrêter de polluer et aussi il faut que les gens ils cueillent pas des choses sur les arbres, des feuilles, des fruits. Ce que l'on a essayé de développer chez l'enfant, c'est bien sûr travailler les objectifs des programmes de Nouvelle-Calédonie, mais aussi développer des comportements chez eux. Donc développer un regard déjà plus averti sur la forêt sèche par exemple, qui avant était considérée comme une zone de friche en fait sur la côte ouest pardon. Et voilà, les enfants ont pris conscience que vraiment elle renferme des espèces exceptionnelles et qu'il faut la protéger. La classe de CE2 et la classe de grande section, donc nous avons deux fresques murales, donc une sur la forêt sèche et une sur la forêt humide. Et nous avons par contre des techniques différentes. Premièrement, la fresque, elle est sur du contreplaqué. Les animaux, c'est fait avec du contreplaqué aussi. Et on les a peints de leurs couleurs dans nos livres de forêt sèche. Et puis ensuite, on a notre artiste, Sandrine Gatefé, qui nous a enseigné tout ça. Et elle est venue et elle nous a fait les animaux, tout ça. Et après, nous, on a peint et on a ramassé plein de choses. Et on a fait le sol, la terre, tout ça avec. Maintenant, je vais vous présenter les arbres et les animaux qui sont sur les fresques. Alors voilà le kaori, la fougère arborescente,
Là, après le cagou, ça c'est la perruche de la chêne. Enfin, ça c'est le cerisier bleu. Voilà toutes sortes d'arbres et d'animaux qu'on trouve en forêt humide. C'est pour ça que c'est important de la protéger. Notre part du projet commun aux 3 classes, c'est de réaliser un sentier botanique au sein même de l'école. Donc, il faut savoir que dans les programmes scolaires, donc, nous devons sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. Et plus précisément, on veut les sensibiliser pour la préservation de la forêt sèche. Il faut savoir que la forêt sèche en Calédonie est la plus menacée. Elle ne représente que 1% de sa surface initiale. Donc il est important pour nous de faire participer les enfants à ce type de projet. Donc là, les enfants sont en train de réaliser les cartes d'identité des 26 espèces qui sont représentées sur le sentier botanique. Il faut savoir qu'il y a en tout 153 arbres qui ont été plantés sur le sentier botanique. Donc quand ils auront fini de réaliser leurs fiches, ce sont ces cartes d'identité qui seront placées sur le sentier botanique afin de montrer au public toutes les infos sur les différentes espèces. La forêt, c'est un projet qui était, j'ai envie de dire, évident par rapport à ce travail de la fresque, dans la mesure où tous les ans, les enseignantes de CE2 et de CE1 travaillent sur la forêt, sur les différents types de forêts, sur les différents types d'environnement, donc que ce soit de la mangrove aux forêts sèches, forêts humides. Et donc, j'ai envie de dire que la classe PAC était un petit peu un prétexte à mettre en place cette forêt. On s'est dit, tiens, et si on faisait une forêt, voir un petit peu ce qui se passe et comment ça se passe. Alors aujourd'hui, nous assistons à l'entretien de cette forêt par les enfants, dans un premier temps, puisqu'il faut effectivement permettre aux jeunes pousses de pousser correctement. Donc les enfants, accompagnés de leur enseignante, sont en train de désherber autour des plants. On est en train aussi d'arranger les bordures et de préparer le sentier botanique. Maintenant qu'on a terminé de creuser, on va prendre le pot pour voir si le plan il peut rentrer. Voilà. C'est bon. On peut supporter, hein, j'ai pas assez creusé. C'est pas grave. Alors, on va retrouver dans cette forêt donc 26 espèces différentes. Il y a en tout 155 plants. Et dans ces 26 espèces, on peut trouver par exemple le faux poivrier, la fontaine piment, le gaillac, enfin toutes les espèces que l'on est susceptible de trouver dans les forêts sèches. Alors le message, c'est déjà au niveau des enfants une découverte de ce qui est le reboisement. Hein. La forêt, elle n'est pas arrivée par hasard. C'est aussi de leur apprendre à respecter la nature, à comprendre aussi, puisqu'on vit sur Coné, donc pas loin de la mine. Hein. On voit le travail qui peut se faire sur la mine. Et le reboisement, c'est quelque chose d'important par rapport à ce travail-là. Donc c'est aussi important que les enfants aient connaissance de la manière dont on procède pour y arriver. Et de voir aussi qu'une forêt n'arrive pas par hasard, qu'il y a eu un début. Et donc les enfants, en ayant participé à ce travail, ont aussi vu avec leurs enseignantes tout ce qui concerne l'environnement, le développement durable et le respect de cette mère nature qui nous permet de respirer. Quand l'école est venue nous solliciter avec ce projet pédagogique là, pour sensibiliser les enfants à la forêt sèche de Nouvelle-Calédonie, on a immédiatement répondu présent pour apporter un peu notre savoir-faire et nos moyens sur la sauvegarde de ces milieux. Et ça nous a paru être une très belle opportunité là, de travailler avec des enfants sur ce projet. C'est un milieu qui nous est cher aussi à Cogny-en-Beaunickel parce qu'on a, de par la construction du complexe industriel, impacté un certain nombre d'hectares de forêts sèches. Et donc on est amené à travailler aussi sur ces espèces et leur replantation. Le message, il est assez simple et je pense que les maîtresses l'ont amplement développé dans leur projet.
c'est de dire aux enfants que la Nouvelle-Calédonie abrite une biodiversité exceptionnelle, aussi bien sur ses maquis miniers, dans ses océans ou dans ses forêts sèches, et que l'enjeu pour les jeunes aujourd'hui, c'est de préserver ce patrimoine qui peut servir pour les générations futures. L'avenir de cette forêt, dans un premier temps, ça sera donc un sentier botanique qui permettra de visiter les 26 espèces qui ont été plantées aujourd'hui. Et par la suite, ce seront des quiz et des jeux qui seront proposés aux élèves de l'école. Donc tous les élèves qui n'ont pas participé à la plantation auront la possibilité de participer à ces jeux. Et puis ensuite, ce que l'on espère et ce qu'on souhaite, c'est une longue vie à cette forêt et on espère revenir dans quelques années et de pouvoir s'abriter dans cette forêt. Voilà, donc sacré défi. On espère que les arbres parviennent à se développer, à grandir, à bien pousser, quoi. Eh bien oui, on le souhaite aussi. Et puis tu sais, ce qu'il y a de bien dans ce projet éducatif, c'est que les enfants, du coup, ils vont prendre conscience de la valeur, si tu veux, qu'un arbre, parce qu'un arbre, ça pousse très très lentement. Et puis c'est comme une plante, il faut l'entretenir et le choyer pour qu'il se développe parfaitement. Donc voilà, les sensibiliser à cette notion-là, c'est important aussi. Hein. Bon, et après, notre environnement en Nouvelle-Calédonie, je veux dire, la température, la pluie, je pense que ça va permettre aux arbres de bien pousser. Je suis sûre que la prochaine fois, quand on ira se promener en forêt avec les parents, ou les enfants avec leurs parents, les enfants vont pouvoir justement les informer. Eh bien oui, parce que je suis sûre que ils vont reconnaître peut-être certains arbres qu'ils avaient découverts lors du projet, et puis ils vont peut-être donner les noms aussi de ces arbres-là à leurs parents. Du coup, il y a un échange de connaissances qui va se faire là. Bon, j'espère. Alors ce type de projet a pu se mener dans le cadre d'une classe à Pâques, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Voilà. Donc un projet artistique et culturel. Hein. Alors c'est quoi? Rappelle-nous un peu les objectifs de ces classes. Alors en fait, ces classes, si tu veux, elles ont été ouvertes pour justement permettre la mise en œuvre de ce type de projet-là, des projets éducatifs, avec donc plusieurs objectifs. Donc la découverte en général de disciplines artistiques et puis culturelles. Donc si on veut donner quelques exemples justement à nos chers téléspectateurs, il va s'agir par exemple de photos, de poésie, il peut y avoir aussi du slam, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore? On peut aborder le cirque aussi, le cinéma, la danse, tu vois, vraiment les techniques sont nombreuses et donc tu te doutes bien qu'il faut que les instituteurs et les institutrices soient aidés. Pour apporter les connaissances aux justement, élèves. Qui aide et accompagne les enseignantes à transmettre tout ce savoir-faire? Justement, tu sais qu'il y a des artistes qui sont agréés en fait par la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, que l'on connaît sous le sigle de la DANC. Donc voilà, ces artistes-là sont donc sollicités, ils viennent en classe, ils participent justement au projet, ils transmettent leur savoir-faire, leurs connaissances, et puis de fil en aiguille, si tu veux, les choses elles se mettent en place. Et puis il y a aussi dans le cadre là du projet Et si on faisait une forêt sèche à Théhari, l'animateur du centre d'initiation à l'environnement qui s'est déplacé, voilà, pour parler justement de toutes ces espèces rares qui composent la forêt sèche. Et on passe tout de suite aux brèves formations, Marie-Hélène. Oui, Élise. Alors en fait, je vais surtout parler là pour le moment des nouvelles filières d'orientation. D'accord. Voilà. Donc tout d'abord, je voulais juste préciser aux jeunes du lycée Petro-Atiti qui sont donc scolarisés en filière menuiserie qu'ils peuvent poursuivre en fait leurs études s'ils le souhaitent. Voilà, en se dirigeant vers un BTS agencement construction. Bon, par contre, ce BTS-là, il se déroule en métropole. Donc après, voilà, c'est un choix à faire. Ensuite, tu sais qu'au lycée Petro-Atiti, il y a une nouvelle filière aussi qui devrait ouvrir ses portes l'an prochain. Il s'agit de la filière constructeur bois. Pour la construction des maisons, bois et de la charpente, c'est ça? Exactement, Élise. Oui, il y a une autre possibilité pour l'an prochain aussi. Ça concerne l'ouverture d'un BTS, Élise. Cette fois-ci, ce BTS-là s'appelle le BTS EEC, Études et économie de la construction. Alors, pour candidater, il faut déposer un dossier, bien évidemment, mais avant le 13 novembre, au plus
tard le 14 novembre. Voilà, donc il faut le faire au secrétariat donc de Petro-Attiti. Alors pour ceux qui souhaitent un petit renseignement, vous pouvez appeler le numéro suivant, hein, le 41 88 33. Voilà, sachez que la capacité d'accueil elle est de 15 places Élise et puis les frais de scolarisation sont de 15 000 francs pour l'année. Alors, quel est le profil souhaité pour justement les candidats? Alors, si tu veux, l'idéal, voilà, c'est d'avoir décroché son bac scientifique, son bac S, ou bien avoir décroché un bac ES, un bac économie et sociale. Et puis, les titulaires également d'un bac STI 2D, je prends mon temps pour le dire parce que voilà, hein, c'est pas évident effectivement ensuite à détailler. Il s'agit du bac sciences et technologies industrielles et du développement durable, Élise, architecture et construction. D'accord, alors quels sont ces objectifs? Alors si tu veux, les jeunes hein, qui vont se diriger vers cette orientation-là, ils vont acquérir en fait des connaissances, si tu veux, dans le domaine technique et puis économique pour le secteur du bâtiment. Donc l'objectif c'est de travailler dans le secteur du bâtiment. Ils vont apprendre justement le fonctionnement de l'économie donc de construction, également le montage d'un projet de construction et puis l'organisation d'un chantier. Ensuite, ils pourront même poursuivre leurs études en fait, soit en s'inscrivant dans une licence professionnelle ou en tentant une école d'ingénieur. D'accord. Alors quel métier peut-on exercer avec ce BTS EEC? Alors avec ce BTS justement, le jeune diplômé, eh ben, il pourra travailler dans un cabinet d'économistes en fait, hein, de la construction, dans une société aussi d'ingénierie ou bien dans une entreprise de construction. Il peut également tenter sa chance dans un cabinet d'architecture. D'accord. Et pour ceux justement qui souhaitent embrasser une carrière policière, il existe une préparation au concours de recrutement de cadets de la République, justement, de la police nationale. Exactement, Élise. Et figure-toi qu'il y a même une formation voilà, qui est donc proposée au lycée Petro-Attiti pour se préparer au concours. Alors, il s'agit donc de la formation complémentaire d'initiative locale, hein, que l'on connaît aussi sous le nom de FCIL. Donc, voilà, il faut donc se renseigner auprès du lycée Petro-Attiti, hein, voilà, en composant le numéro qu'on a donné tout à l'heure, le 41 88 33, voilà, pour avoir toutes les informations pour postuler. Alors, la gendarmerie recrute également, hein, on avait parlé lors de la diffusion du reportage justement sur le gendarme à cheval. Exactement, alors là, effectivement, si les jeunes du pays sont intéressés par l'exercice de cette profession, eh ben, la période d'inscription, si tu veux, elle a déjà commencé, hein, voilà, pour tenter le concours de sous-officier, mais elle n'est pas terminée, Élise. On peut encore donc tenter sa chance jusqu'au 14 novembre minuit, date limite donc pour déposer le dossier. Et il faut se rendre à la gendarmerie ? Eh bien non, figure-toi qu'il suffit de se connecter au site internet, en fait, lagendarmerierecrute.fr. Tu vois, c'est facile à retenir. Voilà. Voilà, et après... Voilà, après on clique sur l'onglet sous-officier donc de gendarmerie, on télécharge le dossier de candidature et puis on le dépose avant la date limite qui est donc le 14 novembre à minuit. Voilà, donc si vous avez besoin, donc envie plutôt d'une vie active, si vous voulez voyager en travaillant en métropole ou en outre-mer d'ailleurs, ou encore à l'étranger, je rajoute, tentez votre chance pour exercer le métier de gendarme. Merci Marie-Hélène. Il faut savoir quand même que les jeunes qui auront postulé auront la réponse en mars 2015, voilà. Hein, voilà. Pour savoir si vous êtes apte. Voilà, donc merci Marie-Hélène pour toutes ces informations. À bientôt Élise, au revoir. Alors, on retrouve notre rubrique Femmes. Alors Davina, quoi de bon sur la table de NCTV aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu proposes aux téléspectateurs? Élise, je te propose qu'on s'intéresse à la morue. D'accord. La morue, j'en ai entendu parler, mais j'en ai jamais mangé. Je pense peut-être que dans certains plats, mais je ne savais pas qu'il y avait de la morue. Alors parle-nous un peu de cette morue. Alors déjà, pour parler de la morue, il faut savoir qu'on l'appelle aussi cabillaud. Et donc ces deux termes ne désignent pas un, mais plusieurs espèces de poissons carrément. Donc voilà, ils viennent tous de l'ordre des gadiformes. Donc le poisson de l'ordre des gadiformes, il a bien sûr cette particularité d'avoir les mêmes caractéristiques. Et là, en l'occurrence, il possède 1 à 3 nageoires sur son dos. Et puis ces nageoires peuvent contenir des petits rayons comme ça. C'est ça qui fait que tu reconnais ces fameux gadiformes. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Eh ben, écoute, l'espèce de morue, il y a plusieurs sortes de morue. Tu vas trouver par exemple la morue de l'Atlantique, la morue du Pacifique ou encore la morue du Groenland par exemple. Alors dis-moi, la morue et cabillaud, donc il n'y a pas de différence entre les deux. Pourquoi il y a deux noms? Alors,
Je t'explique ça, Élise. En fait, en gastronomie, comme dans le domaine de la pêche, par exemple, on utilise ces deux termes pour désigner donc cette espèce, mais à des stades différents. Donc, je m'explique. Par exemple, en gastronomie, gabillo, ça s'emploie pour désigner le poisson frais ou surgelé, alors que morue, ça s'applique pour le poisson qui est séché et salé. Tu vois. Alors que après, dans le domaine de la pêche, tu vas trouver le gabillo, c'est réservé aux poissons qui sont déjà un peu âgés. Et puis, par contre, morue, c'est pour les poissons plus jeunes. Voilà, je pense que tu as voulu dire morue et cabillaud, oui, c'est ça, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux du coup. Et alors, est-ce qu'elle se conserve bien, la morue? Alors oui, écoute, on dit que la morue fraîche, elle se conserve de 48 heures jusqu'à 6 mois si tu le mets au congélateur. Et puis la morue fumée, elle se conserve 3 à 4 jours au frigo et jusqu'à 6 mois toujours au congélateur. La morue séchée salée, elle, pareil, 3 à 4 jours au frigo. Et puis d'abord, il faut que tu la dessales. Sinon, j'avais une petite technique pour toi. Il y a nos amis portugais qui ont une façon bien à eux de conserver la morue. En fait, ils mettent le morceau de morue dans un morceau de tissu, puis ils le serrent bien et ils le mettent dans un endroit bien sombre, bien frais. Ils le laissent là et puis apparemment ça conserve bien la texture du poisson et puis ça se tient bien. Par contre, tout le quartier va savoir que tu as de la morue parce que ça sent fort. D'accord, je vais peut-être le mettre dans le frigo parce qu'en ce moment c'est la saison chaude, hein, ça craint de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme plat avec la morue? Alors déjà, tu peux faire de la brandade de morue. La brandade de morue à la façon des gens de Nîmes, en fait, il faut faire une purée de pommes de terre, tu y ajoutes de l'ail et du poisson, quoi. Et puis, tu le mets à gratiner et tu le dégustes. Après, tu peux aussi le faire à la façon rougail. Donc voilà, il faut que tu mettes l'ensemble de tout ton poisson avec des oignons, des tomates, tout ça, tu laisses mijoter. Une fois que les légumes sont bien tendres, tu peux servir avec du pain ou du riz bien chaud, c'est pas mal aussi. Et puis comme tu le disais, il fait chaud, sinon tu peux le manger en salade aussi. Hein. Moi, je vous conseille de cuisiner, de faire cuire la morue et puis de la mettre bien tiède sur des pommes de terre. Après, ça s'émiette facilement, tu vois, tu fais des salades avec, c'est pas mal. Il y a une autre option aussi, tu peux, comme dans la recette d'Alexandre Sigura, préparer des acras de morue. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde tout de suite cette recette. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des acras de morue. Alors pour cela, il nous faut 2 jaunes d'œufs, 125 g de morue, 250 g de farine, un oignon et demi, un piment végétarien, 5 gousses d'ail, du sel et du poivre, de la bicarbonate, du piment et du persil. Alors pour cela, il faut ciseler un oignon et demi. Le persil. Le piment végétarien. L'ail, la morue, la farine, les œufs, du sel et du poivre, pas trop parce que la morue est déjà un peu salée, et la bicarbonate, une cuillère à café. Je rajoute l'eau. Et je mélange. Un peu de piment pour rehausser le goût.
Et voilà. Maintenant, nous allons passer à la cuisson. Alors on fait des petits tas pour avoir de beaux beignets. Une fois que c'est doré, en fait, il faut bien que ce soit doré des deux faces. Et une fois que c'est bien doré, vous pouvez les enlever. Bien doré et bien gonflé. Alors il faut mettre un papier absorbant pour l'huile. Et sur ce, mon cadisote, un bon appétit et à bientôt. Donc tu vois, Élise, en fait, c'est simple, rapide et puis facile à faire, les acras. Oui, mais moi je pensais que c'était un peu plus compliqué, en fin de compte, c'est à la portée de tout le monde. Mais dis-nous un peu plus sur ces fameux acras. Alors, les acras, comme on a pu le voir dans ce reportage, ce sont ces petits beignets qui nous viennent de la gastronomie antillaise. D'ailleurs, là-bas, autrefois, on n'appelait pas ça des acras, on appelait ça des marinades. Puis après, pour éviter la confusion avec le mot marinade en français, on a préféré les appeler acras, comme ça, il n'y avait pas de confusion possible. On sait aussi qu'au fil du temps, bien sûr, au fil des générations, comme d'habitude, la cuisine évolue. Donc aujourd'hui, tu peux trouver des acras de morue, mais pas seulement, tu vas trouver aussi. Ouais, voilà. Tu peux utiliser aussi des légumes, tu peux utiliser d'autres poissons comme le thon. D'ailleurs, aujourd'hui, tu peux utiliser plein d'autres choses. Je sais qu'ils en font à base de langoustes, à base de crevettes, ils utilisent même de l'oursin ou encore quelques coquillages pour faire ces fameux petits acras. Alors, à quel moment du repas on peut se servir justement ces petits beignets pour pouvoir les apprécier? Eh bien, ils conseillent de les servir en mise en bouche au moment de l'apéritif, mais tu peux aussi les servir en entrée avec une petite salade verte, ça passe très très bien. Moi, je sais que dans certaines familles créoles antillaises qui sont très pratiquantes, eh bien, ils ont l'habitude de manger ces petits acras au moment du vendredi saint pour éviter de manger de la viande. Ils font les acras de légumes et dégustent ça pour tenir un peu la journée, quoi. Voilà, donc une bonne idée pour les fêtes qui s'approchent. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, merci Davina, on te retrouve demain pour l'agenda du pays. Merci Élise et merci à vous à la maison. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, alors quel est le thème qu'on va aborder aujourd'hui dans ta rubrique? Bonjour Élise et bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui nous parlerons de la Croix-Rouge. D'accord. Et plus précisément de la mise en place donc des vestibus. Alors pour commencer d'abord une petite présentation. La Croix-Rouge c'est une association de bénévoles et elle est devenue une entreprise donc non-profit de services dans plusieurs secteurs. L'humanitaire, le sanitaire, le social, le médico-social et puis aussi de la formation. Mais une petite question, est-ce que tu sais, toi, comment est née la Croix-Rouge? Je ne connais pas exactement l'histoire, je connais quelques informations, mais pas toutes. Alors, un petit retour en arrière s'impose. Alors, on remonte jusqu'en 1859, le 24 juin précisément, et c'était en Italie pendant la bataille de Solferino. Alors il y avait un citoyen suisse, Henri Dunant, qui improvise donc des secours avec le concours des populations civiles locales. Donc l'aide humaniste apportée aux soldats des deux camps, sans discrimination. C'est ça l'acte fondateur de la Croix-Rouge. Et une autre date à retenir également, le 22 août 1864, là, c'est la création de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire. Voilà un peu pour la naissance de la Croix-Rouge. Alors pour la Croix-Rouge, ici sur le territoire, quelles sont les activités et les actions justement? Alors sur le territoire, le champ d'action de la Croix-Rouge est assez large quand même et varié. Bon, moi j'ai ciblé un peu
le domaine du social. D'accord. Alors, je vais te citer quelques activités dans le social. Il y a la maison du petit enfant que tout le monde connaît en Nouvelle-Calédonie, qui se trouve à côté de la bibliothèque Bernheim. Donc, elle est agréée pour recevoir quand même 100 enfants de 3 mois jusqu'à 3 ans. D'accord. Il y a aussi le centre d'accueil du jour Édouard Trubert. Alors là, c'est un établissement qui est géré aussi par la Croix-Rouge, mais qui accueille, lui, des personnes âgées, donc qui sont atteintes en particulier de la maladie d'Alzheimer, d'autres troubles de ce genre. Donc c'est un accueil de jour. Et puis il y a aussi, dans le domaine de l'enseignement, un dispositif qui s'adresse cette fois aux enfants qui sont malades, enfants et adolescents, donc qui sont malades ou en convalescence, qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc là aussi, il y a un suivi scolaire avec des bénévoles également. Et puis il y a aussi des cours de français gratuits, là aussi avec 57 bénévoles. Alors là, ça peut être en cours collectif ou individuel. Et depuis septembre 2004, il y a ce qu'on appelle l'accueil maman. Alors là, ça s'adresse aux mamans et aux futures mamans. D'accord. C'est tout simplement un lieu d'écoute pour les aider, pour les écouter, pour les orienter dans leur démarche administrative ou autre. Et puis on les aide matériellement aussi. Et tout ça, donc, confidentialité oblige. Tout est respecté dans la confidentialité. D'accord. Et puis, on arrive aux fameuses vestiboutiques. On avait présenté une fois l'antenne de la Croix-Rouge avec la vestiboutique. Alors là, c'est un lieu de vente de marchandises. Ce sont des marchandises qui ont été données, ce sont des dons. Donc ça peut être des vêtements, de la vaisselle, des matelas, tout ce qu'on peut trouver, des livres même. Donc l'accès à ces vestiboutiques, il n'est pas limité aux personnes nécessiteuses, il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller acheter dans ces vestiboutiques. Et puis, il y a aussi le vestiaire qui se trouve à l'ancien marché, en ville, à Place des Cocotiers. Alors là, c'est un lieu de fonctionnement qui fonctionne, lui, toute l'année. Et là aussi, en fait, on donne des vêtements ou de la vaisselle ou autre chose. Mais là, c'est on vient sur recommandation, on est orienté par les assistants sociaux, que ce soit aussi bien des îles ou du Nord, ou tout simplement des CCAS ou par des associations. Voilà un peu pour les activités de la Croix-Rouge dans le domaine du social. D'accord. Apparemment, ils font vraiment beaucoup de choses. Mais est-ce que la Croix-Rouge, on va dire, est que en province sud? Apparemment, non. Sur tout le territoire. Il existe aussi une antenne sur Coné, dont je parlais là justement tout à l'heure. Donc, elle a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps. C'était l'année dernière, en octobre 2013. Et puis maintenant, voilà, il y a aussi le Vestibus. Donc, c'est la vestiboutique qui se déplace, qui va à la rencontre des personnes dans les communes, différentes communes du Nord. Donc, si on ne peut pas se déplacer, c'est le vestibus qui vient à nous. Voilà un peu et pour le vestibus. Et justement, nous, on l'a rencontré du côté d'Yingen. Il était en déplacement donc, au marché d'Yingen. Et c'est Aurélie Chiran qui s'est rendue sur place pour nous. Moi, je te propose de regarder le reportage maintenant. Il faut bien mettre là-dedans, bien ranger. C'est pour garçons, ceci. Mais ça fait rien. On Mais mélange donc, parce c'est que bien. c'est pour donner. Ah, c'est pour donner, Oui. d'accord. C'est pour donner, alors on mélange tout. Voilà. C'est ceux qui ont un petit trou, une petite tache. Oui, voilà. Donc on ne peut pas les vendre, on les donne. On les donne. Ils seront contents. Tiens, regarde celui-là, il est beau comme tout. Alors. Regarde la salopette là. Et bien alors. Je suis pas belle comme ça. Et alors, tiens, regarde celui-là, il est pas beau. Le vestibus, à l'heure d'aujourd'hui, sa mission principale, c'est d'aller à la rencontre de notre population de la province Nord. Ça fait peut-être 6 mois qu'on a le vestibus sur le site. Les affaires, elles sont récoltées, on va dire comme ça, au niveau de VKP. L'annonce, elle s'est faite dès l'ouverture de la Croix-Rouge de Coné, elle s'est faite du bouche à oreille. Il faut toujours vérifier, il faut toujours regarder qu'il n'y ait pas d'accro, qu'il n'y ait pas trop de taches. Sinon, on les met en vente bien lavés, bien repassés, mais dès qu'il y a une petite tache, on le donne. On fait des cartons et on donne. Ceux qui ont les armoires pleines à craquer, qui n'en ont plus besoin, ceux qui rentrent chez eux, qui retournent dans leur région, ils font le dépôt automatiquement, ça marche très bien. Nous
sommes dans le vestiaire. C'est là où tous les vêtements arrivent et où les bénévoles font le tri déjà, premièrement. S'il faut laver, on a une machine à laver. S'il faut repasser, s'il faut étendre, on a ce qu'il faut. Et c'est là que tout se fait, quoi, la mise en place le raccommodage. Et puis avant de passer à la salle d'à côté où ça va être rangé par taille, par catégorie dans la vestiboutique. Il y a des personnes qui nous apportent du linge tout propre, tout repassé. Et il y en a qui nous emmènent comme ça, ils font le tri des armoires, c'est tout en vrac. Alors on fait le travail ici, dans ce vestiaire. Ça va bien lui aller. C'est trop beau pour les fêtes de fin d'année. Toutes les choses au niveau du vestibus, de ce qu'on emmène, tout est vendu à 100 francs. Tout le linge est à 100 francs. Il faut chercher, c'est sûr, hein, il faut faire le tri aussi à ce moment-là. Oui, tout est à 100 francs. Demain, on va sur Yingen. Et Yingen, la demande, elle est plus constante sur Yingen, comme elle connaissait déjà la Croix-Rouge par rapport à la Croix-Rouge Nouméa qui faisait le déplacement. Alors on va faire attention à la porte. Attention Jacqueline. Ah, hop là. On a la clé. Voilà. Allez, on ferme la porte. Aujourd'hui, nous sommes au marché de Yingen. Nous sommes très contents de cette journée. Ça se passe très bien. Les gens répondent toujours à notre appel dès qu'ils savent que la Croix-Rouge vient chez eux. Et ça marche très très bien. Ils chargent de tout et n'importe quoi. Et la Croix-Rouge, ça nous permet aussi de prendre aussi des chemises en bon état, des pantalons en bon état aussi pour faire la coutume. La journée d'aujourd'hui a été une très très bonne journée pour la Croix-Rouge. Les ventes se sont très bien passées. Yingen, ça a toujours été un accueil très très chaleureux. Les deux dames là-bas sont en train de nous compter la recette. Et cette recette donc va à Nouméa. C'est les personnes de Nouméa qui eux gèrent la recette de la journée, de tout ce qui est les recettes qu'on fait à Koné, ce qui permettront d'aider les gens en cas de sinistre et tout ça. Pour l'avenir, essayer de toucher toutes les communes du Nord. Et puis, si on peut le faire, si ça peut se faire. Et le gros projet, c'est d'avoir plus de bénévoles pour que les projets puissent se mettre en place mieux. C'est une démarche personnelle pour être bénévole. Donner un peu de son temps, partager avec les plus démunis, on va dire ça comme ça, mais on touche tout le monde en fin de compte. Tout le monde s'approprie la Croix-Rouge. Oui. Alors c'est très, très bien ce vestibus. Cela permet justement aux personnes ne pouvant pas se déplacer sur Koné de pouvoir se vêtir à moindre prix d'ailleurs, et surtout qu'aujourd'hui on parle beaucoup justement de la vie chère. Voilà une bonne idée pour essayer de faire des économies sur les vêtements. C'est vrai, c'est un excellent moyen donc, de lutter contre la vie chère, dont on parle beaucoup, comme tu le disais. Alors, si vous désirez avoir des renseignements sur le déplacement du vestibus, quand est-ce qu'il passe chez vous, est-ce qu'il passe chez vous déjà, alors vous pouvez vous renseigner à la vestiboutique de Koné, donc l'antenne de la Croix-Rouge de Koné, au 44 50 84. Et puis, si vous désirez des infos, cette fois sur les autres services dont je parlais tout à l'heure, qui sont proposés aussi par la Croix-Rouge, alors vous pouvez contacter l'antenne de Nouméa au 27 92 98. Et il y a aussi une antenne du côté de Moravel. Vous pouvez les appeler au 23 12 72. Et puis, si vous êtes intéressé cette fois par la maison du petit enfant, vous avez un enfant à faire garder, vous pouvez les contacter au 27 23 40. Voilà les numéros à retenir, Élise. N'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, donc merci Anna pour toutes ces informations. On te retrouve demain pour une nouvelle chronique. Tata, à demain. Voilà, c'est avec cette émission, cette chronique plutôt qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. À demain.